continuer pour cette deuxième séquence du colloque sur l'alimentation et on continue avec le Nutri-Score. Le Nutri-Score auquel le IN Magazine a consacré un dossier il y a quelque temps. Alors, pour parler du Nutri-Score, à ma droite, Chantal Julia, vous êtes enseignante, chercheur, rattachée à l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, l'ERN, à l'université Sorbonne Paris-Nord. C'est bien cela ? Tout à fait. Et François, membre du conseil d'administration d'Indecosa CGT, en charge des affaires internationales et européennes, et membre d'Indecosa CGT du Bas-Rhin. C'est bien ça aussi. Le Nutri-Score, tout le monde sait à peu près ce que c'est, ce logo nutritionnel à 4 couleurs avec des notes de A à E. 5, oui. On va peut-être définir un peu plus ce qu'il est et ce qu'il dit aux consommateurs et ce qu'il ne dit pas. D'abord, pour commencer, qui a initié ce logo? À quelle demande il répond? Alors, la première mention qui a été faite d'un logo synthétique qui résumerait la qualité nutritionnelle des produits, qui serait coloriel et avec les lettres, ça a été fait en 2014. C'était dans le cadre d'un rapport qui avait été rendu à l'époque à la ministre de la Santé, qui était Marisol Touraine, qui proposait des mesures pour revitaliser les politiques publiques en nutrition. Est-ce qu'il est imposé, oui, je coupe le micro, pardon, c'est moi qui coupe. Est-ce qu'il est apposé sur tous les types de produits? Alors, théoriquement, il pourrait être apposé sur tous les produits, mais il ne peut pas être rendu obligatoire. Aujourd'hui, l'étiquetage nutritionnel en France, il est régi par une réglementation qui est une réglementation européenne qui date de 2011 et qui impose au pays que tout format complémentaire en face avant des emballages ne peut être que volontaire. Qu'est-ce qu'il dit précisément au consommateur, ce produit? D'abord, il lui permet de comparer, j'imagine, des produits similaires, de même catégorie. Alors, l'objectif du Nutri-Score, c'est effectivement de permettre de traduire un certain nombre des recommandations nutritionnelles dont on a parlé et qui sont connues dans la population, dans des outils qui sont faciles à utiliser dans un cadre très particulier qui est celui du moment où on est en train de choisir dans un supermarché, où on a quelques secondes en face du rayon et qu'on n'a pas le temps de décrypter ce qu'il y a à l'arrière du paquet. Donc effectivement, l'objectif principal, c'est de permettre de comparer les produits. Nutri-Score, il est là pour dire, voilà, vous avez tout ça à disposition. Et bien, parmi les offres qu'on vous propose, il y en a qui sont plus ou moins équilibrées d'un point de vue nutritionnel. En même temps, c'est pas parce que une plaquette de beurre ou un litre d'huile est par principe pas très bien noté qu'il faut pas en consommer. Absolument, c'est-à-dire que à aucun moment le Nutri-Score ne vous dit il faut arrêter de consommer ce produit-là. Ça veut pas dire que c'est toxique. C'est pas un interdit. C'est pas un interdit. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'en consommer. Ça veut juste vous rappeler que oui, c'est plutôt gras sucré ou gras salé, c'est pas des produits qu'on consomme en très grande quantité ou qui constituent le socle d'une alimentation équilibrée. Donc on a compris que les producteurs, les industriels apposaient ce logo nutritionnel sur la base du volontariat. Est-ce que ça peut les inciter à améliorer leurs produits ? Alors, c'est un des objectifs aussi. C'est que l'objectif principal, qui est celui qui est visible, c'est que ça informe le consommateur. Mais l'objectif sous-jacent, c'est de donner une incitation aux industriels en disant si vous réduisez la quantité de gras, de sel, de sucre dans vos produits, vous pouvez envisager d'améliorer vos produits. Alors, le Nutri-Score, il est calculé par l'industriel. En revanche, et c'est aussi une des contraintes et un des éléments positifs finalement du Nutri-Score, c'est qu'il ne se base que sur des données qui sont disponibles. C'est-à-dire que n'importe qui peut le recalculer. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'applications qui le font. Alors, on précise aussi que quand un industriel s'engage à utiliser le Nutri-Score, il ne l'utilise pas uniquement pour ses bons produits bien notés, il l'utilise absolument pour toute sa gamme de produits. Alors oui, ça c'est quelque chose qui a été intégré dans le décret d'application du Nutri-Score. Ils ont 2 ans pour mettre le Nutri-Score sur l'ensemble de leurs produits.
Et au bout des 2 ans, on considère que tous les produits doivent être étiquetés, quelle que soit la qualité. Cet algorithme, il a été révisé ou il va l'être? Alors l'algorithme a été révisé, ça a été un travail de longue haleine parce que ça a pris 2 ans. L'algorithme du Nutri-Score initial, il date de 2005, et donc là il était temps, 7-8 ans plus tard encore, de remettre à jour et de s'assurer qu'on avait bien couvert l'ensemble des nouveautés, ou en tout cas qu'on améliore l'adéquation entre le Nutri-Score et les repères nutritionnels. Et en revanche, je me tourne vers François, un pays l'a interdit, l'Italie. Il l'interdit strictement. Alors un pays l'a interdit, c'est l'Italie, qui a effectivement pris des dispositions législatives pour carrément interdire que des produits siglés Nutri-Score soient mis sur son territoire. En Europe, il existait, avec l'apparition du Nutri-Score, il existait à peu près 5 systèmes principaux de classification de qualité nutritionnelle des produits, mais alors vraiment avec des démarches très très différentes. En mai 2020, il y a l'Union européenne qui annonce dans le cadre de sa stratégie From Farm to Fork, de la fourche à la fourchette, qui annonce que elle va lancer les travaux. On va lancer des travaux sur le sujet et puis qu'on va trouver un label commun, on va trouver un logo commun. Un certain nombre d'industriels qui ne sont pas du tout contents avec cette histoire de Nutri-Score le sentent bien monter. Ils ont tenté au niveau français, par exemple, c'est sans doute les mêmes démarches dans pas mal d'autres pays, de s'opposer au Nutri-Score. Donc l'idée d'un certain nombre d'industriels derrière, c'était d'obtenir un règlement européen qui exclut le Nutri-Score pour faire en sorte que, on le fasse également disparaître dans les pays où ça les ennuyait de l'avoir. Après cette première phase, l'Europe va monter un certain nombre de consultations et ces consultations vont donner un plébiscite mais écrasant et assez inédit pour le Nutri-Score, alors que le Nutri-Score semblait être en passe de gagner, brusquement, en un mois de temps. Je crois que c'était en septembre 2022, on nous annonce que le Nutri-Score, c'est bon, ça va passer. Et en novembre 2022, hop, tout est gelé. Cette période-là, que des discussions, comment dirais-je, intimes, se déroulent entre l'agrobusiness et la Commission européenne pour leur dire non, vous savez, le Nutri-Score, alors ils vont développer des arguments qui sont quand même, qui peuvent laisser un petit peu pensifs. Le Nutri-Score va détruire l'alimentation traditionnelle artisanale, millénaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pays que l'Italie, donc on l'a compris, l'Italie interdit l'importation de produits qui porteraient le Nutri-Score. Techniquement, c'est illégal d'arrêter le Nutri-Score à la frontière. En revanche, ce qu'ils peuvent imposer, c'est que les produits qui sont spécifiquement produits pour le marché européen n'apposent pas le Nutri-Score. Et ils ont effectivement mis des amendes. Alors vous devez le connaître mieux que moi. Il y a eu un certain nombre d'industriels qui mettaient le Nutri-Score qui ont eu des amendes parce que le Nutri-Score était apposé sur leurs produits. Il y a eu un certain nombre d'industriels à qui on a demandé de retirer des Nutri-Score d'un certain nombre de produits. Mais on ne peut pas l'interdire complètement sans rentrer dans l'illégalité par rapport à la libre circulation des biens et des personnes. Est-ce qu'il y a d'autres pays, François, qui freinent aussi l'usage du Nutri-Score? On a eu quasiment, dans la foulée de l'Italie, on a eu la Roumanie, mais la Roumanie, il semblerait que ce soit plus lié à des problèmes de délai. Alors, où on en est avec la Commission européenne et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Commission européenne pour la généralisation du Nutri-Score? Alors, à l'heure actuelle, la Commission européenne, elle a reporté ça, et de toute façon, on a des élections européennes qui vont avoir lieu en fin d'année prochaine, donc très très clairement, il ne va rien se passer. Rien du tout. Je suis vraiment désolé. On fait tous ce constat-là, mais il ne se passera rien. Tout va être remis à la prochaine mandature. Le Nutri-Score fait partie des nombreux logos qui existent dans le monde aujourd'hui, mais parmi les options qui sont sur la table en Europe, en tout cas, c'est celui qui a le plus de support d'un point de vue évidence scientifique. Est-ce que ce serait une bonne chose de le rendre obligatoire? Oui. Si on veut faire court, je me doutais un peu de la réponse. Si on veut pouvoir donner les clés aux consommateurs de tenir compte de la qualité nutritionnelle, et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que le E, il faut l'éliminer de son alimentation. Il faut qu'il soit disponible sur l'ensemble des rayons. François, pour rendre ce Nutri-Score obligatoire, quelle pression pourrait s'exercer sur la Commission européenne? Qu'est-ce qui peut être fait pour forcer un peu la main? Alors les pressions sur la Commission européenne, c'est un peu compliqué, faut quand même bien le dire. Par contre, ce qui est évident, c'est ce qui a été dit, c'est qu'il faut un règlement.
Tant qu'on restera sur des directives, chacun fera ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, et autant vous dire que la portée sera très faible. Donc on a des pressions à obtenir de ce côté-là, et si on a des pressions à obtenir, nous, en tant qu'association de consommateurs, on va essayer d'interpeller, notamment dans le cadre d'élections qui sont très peu suivies en France, qui sont les élections européennes, et où pourtant vont se jouer énormément de choses. Je propose maintenant qu'on vous laisse la parole. Oui, c'était une question qui est très justement dernières interventions. C'est celui de la place des consommateurs et des salariés dans toute une multitude d'instances qui existent. La deuxième question, c'est quelles sont les instances réellement décisionnelles qui élaborent les stratégies? Sur la représentation des consommateurs au niveau européen, tu as essentiellement deux entrées. La santé, là on est en plein dedans, hein, on est dans ce domaine, et la justice. La représentation du consommateur au niveau européen, que ce soit pour le consommateur ou d'autres catégories, se fait uniquement à travers des groupes, c'est-à-dire des associations de consommateurs, des gens qui vont être habilités à parler. On a également des gens qui sont présents dans les organismes, il faut savoir travailler avec eux, mais je dirais que pour la population, c'est sensibiliser au fait que les élections européennes, c'est un enjeu, il y a un vrai enjeu politique derrière, et c'est pas, on peut pas se contenter de dire oui, l'Europe c'est loin de nous, puis c'est des méchants, et puis on veut pas d'eux. On peut penser ce qu'on veut de l'Europe, hein, j'en suis pas forcément un aficionado, mais si on s'occupe pas de l'Europe, c'est l'Europe qui s'occupe de nous. Une question encore. Pour moi, le Nutri-Score n'est pas si parfait que ça. Parce qu'il ne prend pas en compte la qualité des ingrédients et l'éventuel additif présent. Alors non, il ne prend pas en compte ni le caractère ultra transformé, ni les additifs. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que la qualité des ingrédients, c'est difficile à qualifier à partir de la liste dont la deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur les questions d'additifs, il y a des enjeux autour du niveau de preuve scientifique dont on dispose. Et la deuxième chose aussi, c'est que on sait par exemple que les aliments ultra transformés jouent indépendamment de la qualité nutritionnelle sur la santé, mais on ne sait pas pondérer les deux. C'est qu'il faut qu'on ait à disposition une définition réglementaire, par exemple, de ce que c'est qu'un aliment ultra transformé. Et pour ça, il faudrait qu'on ait la liste de ce qui qualifie ou pas un aliment comme ultra transformé. Je mets quand même beaucoup de bémols. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des organismes en France qui ne sont pas forcément favorables à ça. Pour les grands industriels, avec des produits hyper transformés, alors moi je ne veux pas citer de groupe, mais peu importe, Nestlé si vous voulez, ou n'importe qui, voilà, là ça s'impose. Pour des petits producteurs, un consommateur qui veut consommer du comté, par exemple, il faut qu'il retrouve son goût de comté. Si c'est plus du comté ou du comté transformé, c'est plus du comté, je suis désolé. Chantal, j'ai pas le sentiment que les industriels doivent transformer leurs produits pour se conformer au Nutri-Score. C'est pas ce qu'on leur demande. Non, c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande uniquement de prendre ce qui est à l'arrière du paquet, de le passer au travers de l'algorithme et le mettre à l'avant. C'est la seule chose qu'on leur demande. Donc il n'y a pas besoin de changer la recette. Alors après, je pense que ce qui est évoqué là, c'est le fait de reformuler pour améliorer le score. Et là, effectivement, dans un certain nombre de cas, c'est pas possible. En revanche, là où moi je suis pas forcément d'accord avec vous, c'est que la dimension terroir, ça n'a rien à voir avec la composition nutritionnelle. C'est une autre dimension. L'aliment, il a plein de dimensions. Il a une dimension hédonique, on prend du plaisir à le consommer. Il a une dimension culturelle, ça fait partie effectivement de... on va reprendre l'argument italien de ça fait partie d'une alimentation millénaire ou pas. Il y a un attachement au terroir, il y a la qualité des ingrédients. En revanche, c'est pas parce qu'on est du terroir de Normandie qu'il faut cacher le fait qu'il y a X grammes de sel ou X grammes de gras à l'intérieur du camembert. De même, un produit bio n'aura pas forcément... un meilleur score. Un biscuit bio, voilà. Il est bio, mais ça reste un biscuit avec beaucoup de gras, de sucre et de sel. Et si on rentre, je finis juste sur la question de est-ce que ça va faire perdre des parts de marché à l'AOP ou l'IGP. Moi, je ne suis pas certaine dans la mesure où si on le rend là, s'il est volontaire, oui. Tant qu'il reste volontaire, ça reste un problème. Mais si on le rend obligatoire, vous allez voir, tous les camemberts, ils ont à peu près, tous ceux qui ont la même composition, ils ont la même note. Conforter ce qui a été dit concernant les additifs et puis aussi la qualité nutritionnelle.
Attendez, je prends mes notes. À vrai dire, c'est vrai qu'on se dit un vrai produit bien gras, il va être mal noté, alors qu'un produit complètement ultra transformé, vous le notez très bien en mettant du A, du B. D'ailleurs, donc c'est vrai que mettre en avant les additifs avec des bonnes notes et des produits 100% naturels. Quand vous parlez des additifs, vous parlez de la question des aliments ultra transformés. Alors, une première chose, c'est que en moyenne, un aliment ultra transformé, il est aussi gras, salé, sucré. Donc, en moyenne, les aliments ultra transformés, ils sont très largement dans le DEE. C'est vrai que non, le Nutri-Score ne prend pas, encore une fois, pour l'instant, la dimension ultra transformée parce qu'il ne peut pas le faire. Enfin, on a un certain nombre de programmes de recherche qui travaillent sur ces enjeux-là. Encore une fois, le D et le E, c'est pas des produits qu'il faut éliminer. Au contraire, ça fait partie de l'alimentation. Et en général, les produits D et E, on les consomme plutôt en plus petite quantité. Et c'est le message qui va avec le Nutri-Score, c'est pas arrêter d'en consommer, c'est d'en manger moins. Mais ça veut dire peut-être que le Nutri-Score, le déploiement du Nutri-Score doit s'accompagner d'un effort de pédagogie. Que quand un consommateur il va arbitrer entre un produit industriel, je ne sais pas, qu'il soit B, n'importe quelle classe, et puis un produit, on va dire, artisanal, donc moins transformé, ou enfin moins issu d'une industrie agroalimentaire, si la note c'est la même, je me pose la question de l'arbitrage sur des questions économiques. Et on est tous sensibles, moi en tant que producteur, à des arbitrages aujourd'hui dans le contexte qui se font beaucoup sur la question économique, sur les budgets des ménages de plus en plus contraints, quoi. Et puis, deuxièmement, ça c'est une remarque, mais voilà, comme ça, quoi, je ne suis pas particulièrement spécialiste du Nutri-Score, mais par contre, sur l'aspect normatif, d'être vigilant vraiment, parce que ça, on le vit sur nos exploitations, d'être exposé à des aspects normatifs qui sont les mêmes qu'on soit une grosse industrie ou qu'on soit un producteur lambda. Je pense qu'un des points au moment du développement du Nutri-Score qui fait partie des éléments qui ont été discutés, c'est justement que son apposition ne soit pas associée à des coûts supplémentaires pour l'opérateur. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, il y a certes des grands groupes qui sont rentrés dans le Nutri-Score, il y a aussi beaucoup de petites PME. Aujourd'hui, ceux qui sont volontaires, il y a toutes les tailles d'entreprise et toutes les modalités sont possibles pour réduire au maximum le coût qui serait nécessaire pour la modification des emballages.